Ivoirois, mes frères, Ivoiriennes, mes sœurs, chers compatriotes, je vous salue. Je voudrais, si vous me permettez, vous remercier pour ces émissions depuis ma sortie, car vous devenez de plus en plus nombreux à nous assister. Je voudrais seulement rappeler que les mercredis, nous faisons une émission, mercredi à 10h GMT, et les dimanches à 18h GMT, nous faisons le débat. Pour ce dimanche soir, je soumets 2 thèmes à débat. Le premier thème découle de notre émission de mercredi dernier, où nous avons parlé de l'éducation de la jeunesse. Donc le premier thème soumis à débat, c'est l'éducation de la jeunesse. Le deuxième thème soumis à débat est un thème que nous avons traité depuis longtemps, depuis les années 2018. C'est un thème d'actualité. Il est question ici donc de la CEI, la Commission électorale indépendante. Une nouvelle liste des membres a été produite. C'est l'actualité brûlante d'ailleurs. Nous voulons commencer donc par le premier thème. Nous voulons donc commencer par le premier thème, qui est l'éducation de la jeunesse. Nous avons fait l'émission et quelques heures plus tard, tous les internautes se sont acharnés sur les manuels scolaires de notre pays. C'est vrai, les couvertures ne nous ont pas été montrées, mais nous connaissons quand même les manuels scolaires. Vu le nombre de fautes que nous avons vues, cela nous a confortés dans notre choix. L'éducation nationale va mal, et alors très mal. Mais ce que l'Ivoirois doit comprendre, c'est que notre lutte doit être une lutte contre un système et non contre des individus. Parce que les individus animent un système. Si le système est faible, les individus dominent donc ce système par leur force. À partir de ce moment, tout va à l'envers. Et le drame en Afrique en général, et particulièrement en Côte d'Ivoire, c'est que nos systèmes sont défaillants. Malheureusement, en s'appuyant dessus, les hommes qui nous ont gouvernés jusqu'aujourd'hui font ce qu'ils ont envie de faire, et la plupart du temps, c'est nul. Revenons à l'éducation. Vous voyez, souvent lorsqu'on parle d'un pays, des gens trouvent ça tellement grand qu'ils pensent qu'eux-mêmes, ils sont incapables de le gouverner. Pourtant, ce qui est fait à l'échelle nationale, chaque jour, nous faisons ça à l'échelle domestique. Chacun qui éduque son enfant, l'éduque pour un rêve bien précis. Ce que nous voulons que notre enfant devienne, c'est par rapport à ça qu'on l'éduque. Si on veut qu'il devienne un médecin, on l'éduque pour qu'il devienne un médecin. On va lui montrer les films où on parle de médecine, les documentaires sur la médecine, on va lui donner les documents et autres. On peut même l'appeler affectueusement docteur, pour que lui-même il soit imprégné de ce but à atteindre et qu'il s'y mette. Pourquoi, depuis 26 ans, l'école va mal? Je vous repose la question. Pourquoi, depuis 26 ans, l'école va mal? L'école va mal parce que je le dis et je le répète,
en dehors de Félix Houphouët-Boigny, tous les présidents qui se sont suivis jusqu'à aujourd'hui n'ont pas une orientation de développement du pays. Je veux même parler du développement humain. Car j'ai pour habitude de vous dire que la politique doit être humaine et à visage humain. Car en réalité, on ne devient pas président pour construire un pont. On ne devient pas président même pour construire un hôpital. Écoutez bien. On ne devient pas président pour construire une école. On devient président pour répondre aux besoins de son peuple. Lorsqu'on parle de développement, le développement, il est humain. C'est en répondant aux besoins du développement humain que les infrastructures que cela nécessite vont apparaître. Posons simplement la question, mon peuple a besoin de quoi? Si le peuple et moi, nous répondons que le peuple a besoin de routes, je réponds aux besoins du peuple et je construis des routes. Dans les secteurs où il y a nécessité, où il y a besoin. Vous comprenez? C'est ça. Donc la question à poser, c'est mon peuple a besoin de quoi? Ensuite, comment atteindre? Comment réaliser ce dont le peuple a besoin? L'école, qui est le temple du savoir, doit être le lieu où on doit apprendre à la jeunesse le savoir-être et le savoir-faire. L'orientation donc de la politique générale d'un pays doit être donnée par le président de la République. Cela commence par son projet de société en tant que président candidat qu'il présente au peuple. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on vient écrire une fois qu'on a été nommé. Malheureusement, comme le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple naïf, ils se font avoir. Sinon, le candidat président Israël Ngoran, depuis près de 2 ans, vous dit « Je veux prendre les rênes de la Côte d'Ivoire parce que voici ce que mon équipe et moi, nous vous proposons. Analysez. Et si vous trouvez que ce que nous proposons est bon pour notre pays, alors accordez-moi vos suffrages. » C'est la nouvelle politique qu'il faut que la mentalité ivoirienne accepte. La voici. Donc, je vous dis que l'orientation générale de l'éducation de la jeunesse est donnée par le programme du président de la République. Donc, depuis qu'il était candidat au niveau de son parti politique, ils y ont réfléchi. À la limite, au niveau de son parti politique, il sait à qui il va confier le poste de l'éducation nationale, parce que pendant les nombreux séminaires pour mettre en place leur projet de société, il a dû déjà détecter quelqu'un qui est compétent, qui peut comprendre ses idées afin de transmettre ça sur le terrain. Du coup, le processus pour enclencher l'éducation de la jeunesse, c'est d'abord l'idée générale du président qu'il va lui-même transmettre à son ministre. Le ministre va transmettre aux inspecteurs. Les inspecteurs vont transmettre aux enseignants. Et les enseignants vont éduquer la jeunesse. Voici le processus. Voici le processus. Malheureusement, depuis que Houphouët-Boigny est mort, on n'a pas d'objectif global, quantifiable en termes de formation de compétences. Pour ceux qui sont acteurs de l'éducation, vous comprenez. Qu'est-ce que je veux dire? Aujourd'hui, réfléchissons ensemble. Est-ce que nous connaissons l'objectif global de la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, aujourd'hui où nous sommes, est-ce que nous savons ce que la Côte d'Ivoire veut devenir? Est-ce que nous savons ce que la Côte d'Ivoire veut devenir? Parce que le problème part de là. La Côte d'Ivoire doit devenir quoi?
Donc, en fonction de cet objectif global, on va disséquer et chaque secteur va avoir sa part de travail à faire pour qu'on aboutisse à l'objectif. C'est-à-dire, quelles sont les compétences à donner aux uns et aux autres pour arriver à l'objectif que nous nous sommes fixés, que le projet de société que nous avons élu a fixé. Parce que cela va de la responsabilité du peuple qui a choisi d'élire tel ou tel autre individu, de dire on a élu pour telle chose. Ensemble maintenant, on va utiliser les voies et moyens. Mais si le président de la République n'a pas d'objectif final, ou si l'objectif final qu'il a n'est pas quantifiable en termes de compétences à donner aux individus, on navigue à vue. Personne ne sait où il va. D'où les manuels scolaires que vous allez donc avoir qui sont remplis de tant de fautes. Sinon, normalement, il y a la conception, il y a la réalisation et le contrôle. Donc, avant même qu'on arrive en salle de classe, vous comprenez? La conception est politique. La conception de l'objectif de formation est d'abord politique. Est-ce que vous comprenez? C'est politique. Ensuite, sa réalisation devient technique. Le ministre est placé entre le président politique et la réalisation technique, c'est-à-dire les partenaires de l'école. Et en même temps, le ministre, il a charge du contrôle. Donc, avant que le manuel scolaire ne sorte, conception, réalisation, contrôle. Donc, le document doit être validé avant que cela n'arrive dans la main des enseignants. Il est évident que l'équipe qui est montée est une équipe dans laquelle, naturellement, il se trouve des enseignants. Alors, quand vous trouvez des documents qui sont remplis de fautes et que les enseignants ne sont pas émus, les inspecteurs ne sont pas émus, donc ça ne dit rien au ministre, le président il va et vient sans savoir ce qui se passe dans le pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vous l'ai toujours dit ici, si vous avez un marigot qui est sale, tant que vous continuez de puiser l'eau dans ce marigot qui est sale, l'eau que vous aurez dans votre canari sera toujours sale. Du coup, l'eau que vous aurez dans votre gobelet sera sale. Quelle éducation pouvons-nous avoir aujourd'hui? Même si nous restons dans le cadre typiquement scolaire. Regardez comment l'on a commencé à tergiverser en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre d'années. Moi, je suis à l'aise. Parce que le système que le REVAS propose et que nous allons remettre en place à nouveau, s'appelle le système traditionnel. Quand on dit traditionnel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas utiliser les moyens modernes pour le faire. Non, c'est son appellation. Ce système-là s'appelle système traditionnel. Regardez, nous étions dans le système traditionnel. En tant qu'élève, bien sûr. Et puis à un moment donné, le besoin du système, on appelait ça télévisuel, est arrivé. Mais on s'est bien rendu compte facilement que les élèves étaient plus concentrés à regarder les films comme CA, comme quelque chose, la sorcière, Ouata, la sorcière ou des choses comme ça. Ils étaient surtout dans les villages où les télévisions arrivaient pour la première fois. C'est-à-dire le contact de la population avec la télévision, c'était dans les écoles. À l'époque, avec les émissions télé pour tous, les villageois remplissaient les salles plus la nuit que les élèves le matin. On s'est rendu compte bien plus tard que ces batteries, ces télévisions, c'était quelque chose que les gens devaient verser et nous ont fait payer. Très vite, ça n'a pas tenu. Du coup, on est passé à un autre système qu'on a appelé l'enseignement rénové. Une espèce de mélange entre l'enseignement télévisuel et l'enseignement dit traditionnel. Donc, du coup, ça nous permet de comprendre que donc, depuis cette année-là, de l'année télévisuelle, l'enseignement a commencé à se dégrader.
Du coup, si vous vérifiez bien, les gens de notre génération, on peut descendre à 50 ans, qui ont 50 ans, on peut descendre à 50 ans, et qui vont jusqu'à, je vais dire même plus, sont ceux qui ont encore de la qualité dans l'art de la langue de Shakespeare, qui savent ce que l'école leur a donné. Du coup, ceux qui suivent là, on peut venir jusqu'à peut-être dans les années 80, ils sont récupérables. C'est le pédagogue qui parle. Après, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, vous prenez des instituteurs, eux-mêmes, ils écrivent avec plein de fautes. L'élève copie cela, donc il va multiplier ses erreurs. Aujourd'hui, on nous dit, contentons-nous de la phonétique, c'est-à-dire du son, sans nous occuper des lettres qu'on prend pour former. C'est de l'abrutissement. Mais pourquoi cela est arrivé? Cela est arrivé parce que le principe de formation qu'on a adopté ne permet pas une éducation du cerveau pour croître dans la connaissance. Le cerveau, il est abruti par l'image. Il ne se préoccupe pas de quoi constitue l'image. Or, la formation traditionnelle prépare le cerveau à créer lui-même l'image par la phrase. Je vous explique. Vous donnez une gravure à un enfant. Quand vous cachez ce qui est écrit, il voit, voici la jolie moto de papa. Mariam joue à la balle. Il répète ça. Vous savez qu'on est tous en ville. Nos enfants de 4 ans parlent français. Est-ce qu'ils sont forcément conscients de ce qu'ils disent? Ils expriment un besoin. Tu lui montres une image, il va être capable d'interpréter l'image. L'éducation traditionnelle contraint le cerveau à partir de l'alphabet, des syllabes, des mots, à construire l'image. Cela construit le cerveau progressivement vers la connaissance. C'est ça l'éducation du cerveau. On vient tomber sur un enfant de 4 ans, on lui donne une image et on lui dit de déduire de l'image la lettre. C'est impossible. Parce que quand même il était bébé, regardez sur vos carnets de santé de vos enfants, ceux qui ont fait des enfants maintenant, allez à la dernière page, vous verrez que dans l'évolution de l'enfant, à partir de 3 mois, 4 mois, quand il apprend à jouer, il commence à parler des lettres A, O. Après, il fait des syllabes. Après, il crée des mots. Et nous, parents, pour communiquer avec eux, on communique souvent avec les syllabes bobo, bois l'eau, jusqu'à ce qu'il arrive à former une phrase correcte. C'est le même processus qu'on doit utiliser pour apprendre des langues. C'est le même processus qu'on doit utiliser pour apprendre. C'est comme ça que le cerveau est éduqué. Comme nous avons abandonné, parce que peut-être ceux qui nous donnent l'argent, puisque nous on ne sait pas chercher l'argent, le peu qu'on trouve, on retourne pour aller leur donner. C'est-à-dire que nous-mêmes on est serrés sur notre propre argent. Ils veulent nous abrutir. Parce que moi je me demande bien, nos fameux politiciens, ceux pour qui vous courez partout là. Et celui qui me fait le plus pitié, c'est Babo, parce qu'il est professeur. Mais il a échoué lamentablement dans le redressement de l'école. Puisqu'il est le père de la FESI, qui a totalement détruit le reste. Parlons de la Côte d'Ivoire, bien-aimés frères et sœurs. Si vous voyez Ben Kassen, le ministre de l'Éducation en France, la jeune fille là, elle est repassée à 2 dictées. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que l'éducation du cerveau des Français ne tournait plus dans le sens qui s'impose au développement intellectuel et corporel du citoyen français afin qu'il soit compétent pour atteindre les objectifs que le président de la République fixe et que les enseignants traduisent en compétences pour donner aux élèves. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui est très important. Et alors qu'elle est repassée à l'analyse grammaticale, elle est repassée aux 2 dictées de la semaine, nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? Du coup, le résultat est là aujourd'hui. Les policiers ne connaissent pas papier. Quand ils vous tapent,
je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom, des contraventions. Merci Seigneur. Quand ils vous écrivent sur les contraventions, ils écrivent mal, vous ne pouvez pas lire. Quand vous arrivez à lire, c'est plein de fautes. Vous comprenez? Les instituteurs, pareil. Les professeurs, pareil. Moi, je suis allé inspecter des professeurs. Quand vous enseignez à ce qu'on appelle la trace écrite, c'est-à-dire, sous chaque sous-titre, il faut écrire une petite phrase télégraphique, mais une phrase complète, qui résume la pensée de ce chapitre. Je vois, il n'écrit pas. À un moment donné, je l'ai approché et je lui ai dit, je veux voir la trace écrite au tableau. Alors là, il commence par des majuscules, au milieu il y a des majuscules, il termine par des minuscules. La première phrase descend, la deuxième monte, ça se croise en X. C'était... Vous voyez, mon problème c'est que moi je parle du concret, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez? Et donc ça, je me suis rendu compte que lui-même n'avait même pas la connaissance. Qu'est-ce qu'il va apporter à ses enfants? Rien du tout. Rien du tout. Donc le système va mal. Le système éducatif n'a pas une orientation pour permettre une éducation correcte de notre jeunesse. Et je vous dis que une jeunesse qui n'est pas formée, vous avez une nation incompétente. Et nous sommes aujourd'hui entrés dans l'ère de la nation incompétente. Des juges incompétents, des avocats incompétents, des militaires incompétents, professeurs, instituteurs incompétents, des directeurs d'institutions, des directeurs d'école, des présidents d'institutions incompétents. Aujourd'hui, regardez leur discours, lequel donne un discours que vous avez envie de vous asseoir pour écouter. C'est à la source de qui aujourd'hui l'on peut s'abreuver de connaissances, de sagesse. Personne. Parce qu'on a négligé, ou alors on ne sait même pas ce que c'est que l'éducation. Donc tout est faussé. Donc tout est faussé. Merci Soum de l'Est. Tout est faussé dès le départ. C'est pourquoi le Revas propose autre chose. La meilleure formation. Moi, je suis expert dans la formation des formateurs. Vous savez, dans les pays de gens intelligents, les hommes comme nous, là, peuvent être utilisés techniquement. Je ne dis pas politiquement. Mais pour notre nation commune, on peut nous utiliser techniquement. Amenez-moi vos inspecteurs, je vais les former parce qu'ils sont nuls. Venez me demander quel est le plan de formation pour redresser les enseignants pendant les vacances parce qu'ils sont des fonctionnaires. Ils n'ont pas droit à 4 mois de vacances. Le fonctionnaire travaille 11 mois sur 12. Ils profitent des congés des élèves. Ok. Mais maintenant, ils sont nuls. De l'université jusqu'au cours primaire, nos enseignants sont nuls. Je veux gouverner la Côte d'Ivoire. Je connais les plaies. J'en parle sans sourcier. À partir de ce moment, soyons capables d'organiser des séminaires pendant les vacances. Instruisons nos enseignants qu'ils ont 11 mois de travail sur 12. Et donc, pendant les vacances, ils ont en réalité 1 mois de vacances. Le reste, là, ramenons-les à l'école. Trouvons les compétences pour les redresser. Moi, je connais des instituteurs qu'on a envoyés à la retraite à 30 ans de service. C'est-à-dire, il y a une vague d'instituteurs, ceux qui ont travaillé dans les années 72, qu'on a envoyés à la retraite après 30 ans de service. Vous voyez, ça doit faire quel âge là où ils sont partis à la retraite? 72, disons 70, 30 ans. On est à 2000 là, hein, si je me trompe dans mon calcul. C'est ça? 1970, 30 ans, ça fait 2000. C'est-à-dire que depuis l'année 2000, il y a une vague d'instituteurs qui sont allés à la retraite. Donc, à l'intérieur de ces enseignants-là, il faut aller les chercher. Des gens qui savent ce qu'on appelle une fiche de formation. Des gens qui savent remplir des fiches de formation. Ils vont venir pendant les vacances, ils vont apprendre aux nouveaux enseignants.
Parce que 2 ans de formation aujourd'hui, par rapport au vivier qui est mauvais, ne suffit pas. Il faut continuer cela par des séminaires. C'est pourquoi d'ailleurs, nous proposons, pour la rentrée des classes, et c'est ce que le REVAS va mettre en place, nous proposons que la rentrée des classes se fasse périodiquement, par étapes. Le directeur de l'école et ses collaborateurs doivent effectuer en premier la rentrée. Nettoyer l'école, réparer tout ce qui est gâté, remettre l'école, l'établissement, tous les biens matériels, pédagogiques à neuf, en ordre. Ça, c'est leur première entrée. Quand ils ont fini, il faut qu'il y ait la rentrée des professeurs. Ça va être le moment de discuter des emplois du temps. Ça va être le moment de faire des séminaires pédagogiques et même des séminaires de contenu. Après eux, il y a la rentrée qu'on va appeler la rentrée des classes. Parce que le jour où on dit c'est la rentrée des classes, quand les enfants mettent leurs pieds à l'école, il va dans sa classe, il y a cours. C'est comme ça qu'on peut respecter les délais. Sinon aujourd'hui on prend combien de temps? 1 mois et demi à faire rentrer. Les professeurs font ce qu'on appelle prise de contact. Ça n'existe pas ça. Ça perd le temps. Il n'y a pas de prise de contact. Normalement, un professeur, quelle que soit sa matière, un enseignant, quelle que soit sa matière, quand il entre dans une classe, il fait automatiquement un exercice qu'on appelle le contrôle de prérequis. Je suis en 4e, je prends en mathématiques les élèves qui sont venus de la 5e, je dois vérifier quel est le niveau le plus faible, quel est le niveau le plus fort entre eux, pour pouvoir faire la jonction. Et celui vers qui je dois aller faire mon ancrage, c'est celui qui est le plus faible. On fait ce qu'on appelle le contrôle de prérequis. Cela permet de déterminer dans quel chapitre le plus faible n'a pas évolué. C'est ce qu'on rattrape. L'école, c'est de l'art. Ce n'est pas un lieu pour aller chercher forcément de l'argent en premier. C'est de l'art. C'est là-bas qu'on va exprimer toute l'intelligence et la sagesse. Donc, voici ce que nous proposons. Ce n'est pas caché, on a mis sur la table. Que des oreilles qui veulent entendre. Mais nous sommes en train de présenter tout ce projet au peuple de Côte d'Ivoire parce que c'est ça que nous allons faire. Donc, le système d'éducation. Il y a quelqu'un qui a parlé de formation. Je ne suis même pas encore au niveau de la formation. Je suis au niveau de l'éducation. Parce que pour acquérir la compétence, il faut l'éducation d'abord. Quand l'éducation est acquise, on donne maintenant la formation. Et la formation débouche sur des compétences collectives ou individuelles. L'éducation, c'est la préparation du cerveau à acquérir toute formation. C'est pourquoi vous voyez qu'on ne prend pas un élève de 4 ans pour l'envoyer dans un secteur de formation, parce qu'il n'a pas encore été éduqué. Le cerveau n'a pas encore été préparé. Le cerveau est un terrain qu'il faut formater pour recevoir la formation. Donc actuellement, je ne parle pas de formation, mais je parle d'éducation. Et je dis, la meilleure plateforme d'éducation, ok, une demande d'invitation que nous validons là maintenant. La meilleure plateforme d'éducation, il faut que nous retournons à l'école primaire et qu'à partir du cours préparatoire, nous commençons par apprendre les lettres, les syllabes, les mots, et ça débouche sur la création de la phrase. Ce processus développe l'intelligence à la créativité. L'enfant sait mettre des lettres derrière des lettres pour créer le son, la syllabe. Il met des syllabes ensemble pour créer le mot. Il met les mots côte à côte pour créer la phrase. Quand il arrive là, il est capable de lire. Parce qu'en lisant, il associe lettres. Et c'est le cerveau qui fait ça maintenant. En lisant, on associe lettres. Quand je veux lire Kolia Amani, c'est parce que je vais associer les lettres pour faire les syllabes. Je vais dire, dans mon cerveau, ça tourne. K-O, Ko, Lo, I, Li, A, Koli, Kolia. Voilà comment on apprend à lire. Et ça, on ne peut pas inverser. Si tu inverses, tu ne trouves rien.
Donc c'est le processus qui est là. Lorsque le cerveau a acquis ce mécanisme d'associer, de créer et de produire, on peut maintenant lui apprendre ce qu'on appelle mathématiques. Parce que si vous ne maîtrisez pas une langue, vous ne pouvez pas calculer dedans. Alors le REVAS va vous faire une grande proposition. Nous disons qu'il ne faut pas mettre les enfants à l'école à 4 ans, à 5 ans. C'est trop tôt. Son cerveau n'est pas encore apte au développement. On est peut-être pressé parce qu'on n'est pas organisé bien par la suite. Nous proposons la chose suivante. Et c'est là que nous allons terminer avec l'éducation. Au lieu de faire CP1, CP2, qui sont en fait la même matière, il faut réduire en 1 an. Au lieu de faire CE1, CE2, il faut réduire en 1 an. Au lieu de faire CM1, CM2, il faut réduire en 1 an. Je vais dire, l'école primaire, là, on va faire ça en 3 ans. Parce qu'on va se donner les moyens. Ce que vous avez l'habitude d'appeler peut-être jardin, que le préscolaire peut nous aider au préscolaire à apprendre les lettres. Le préscolaire va nous apprendre à apprendre les lettres, les syllabes, à former des mots et des phrases. C'est la nation entière qui va décider de combien de temps il faut. Mais nous pensons que 3 ans suffit. Du coup, le préscolaire, là, ça dépend. Moi, je pense qu'1 an suffit. Donc, préscolaire à 5 ans. 5 ans, 6 ans, préscolaire. Le cerveau est mature. CP1, enfin pas CP1, cours préparatoire, 8 ans. Cours élémentaire, 9 ans. Cours moyen, 10 ans, 11 ans. Il est en 6e, avec un cerveau mieux préparé. Voici ce que le REVAS propose. Naturellement, il va falloir ajuster le temps de formation. Il va falloir ajuster les jours. Aujourd'hui, la tendance est plutôt au repos qu'au travail. On ne travaille pas mercredi, on ne travaille pas samedi. Il faut que l'État sache ce qu'il veut. Il faut que l'État sache ce qu'il veut. On est là pour tergiverser ou on est là parce qu'on a un objectif à atteindre. C'est ça. Donc tout ça on peut réglementer. Regardez par exemple en Côte d'Ivoire, il fait chaud. Est-ce qu'on est obligé d'aller à l'école l'après-midi? Mais trouvons le système de formation adéquat, d'éducation adéquat, pour ne pas soumettre les enfants à cette température, ni les enseignants non plus à cette température. Ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons épiloguer après. Mais je voudrais citer juste un nom, Bagdos, qui crie waouh, en 3 ans l'école primaire. Mais bien sûr c'est faisable. Va prendre un cahier de CP1, prends un cahier de CP2, mets-les côte à côte et puis il faut observer. Tu comprendras que ces 2 cours-là, on peut les faire en 1. Si on dégage le préscolaire pour apprendre l'enfant, vous voyez, le préscolaire là, il faut apprendre l'enfant, j'ai dit 5 ans, 6 ans. Là, quand il vient, on lui apprend la manipulation du poignet, les courbes, les J, les I, les lettres, il les forme là. Il apprend les lettres là, il apprend les syllabes là, il apprend les mots là. Il réussit à former la phrase. Nous sommes où? Au préscolaire. Quand il rentre au primaire, j'ai dit les 3 ans sont faisables. Parce que c'est nous les grands qui marchons et eux ils avalent. Et nous, nous savons où nous allons. Sachez qu'avec le REVAS, c'est possible. Mais actuellement, le REVAS n'est pas au pouvoir. S'ils veulent, on va nous donner une expérimentation. Et on va vous le montrer. Mettre un enfant à l'école à 4 ans, c'est le détruire plus tard. Observez, quand au temps ancien, des gens allaient à l'école à l'âge de 9 ans, il était déjà mûr. Oui, mais Yolande, c'est ce que j'ai dit, le préscolaire est obligatoire et ce ne sera pas payant. Ça fait partie de l'école publique. Il faut l'instaurer. Il faut exiger qu'il y ait un préscolaire. On sait que les enfants viennent là pour apprendre lettres, pour apprendre syllabes,
pour apprendre mots et phrases. Ils viennent là pour chercher à former des lettres, à former des chiffres. C'est le but. Une fois qu'il sait, en sortant de là, il sait écrire, il sait lire, il est apte à l'éducation de son cerveau par le système. Ok, donc voilà. S'il y a des gens qui ont des questions, parce que pendant que je parlais, je regardais mon écran, personne n'a posé de questions. Je relance encore. Anastasia a demandé la parole. J'espère que ça va passer. Oui, 5 ans, c'est bon. 5 ans, à 5 ans, on peut faire le préscolaire. Sachez que, vous voyez un enfant de 4 ans. Hier, j'ai rencontré un dans la rue en marchant. Alors, son papa qui l'accompagnait devait tout acheter. Quand tu le regardes visiblement là où il est quitté là, rien ne l'intéressait là. Ok, nous avons quelqu'un en ligne. Oui. Non, c'était pour appuyer ce que vous dites, parce qu'on perd Ouais. trop le temps au primaire, déjà à la maternelle, des fois 3 ans. Après, ils Oui. vont au primaire 6 ans pour refaire les 6 mêmes ans. choses à chaque fois. C'est une perte de temps, je pense. Ouais, en définitive, Donc, ça fait on 9 peut ans. espérer. Ouais, ça fait trop. Ça fait trop. Ouais. C'est fatigant pour les enfants. Et puis, les résultats ne sont pas forcément meilleurs. Et Alors, bien il faut sûr. essayer autre chose. Ouais. C'est ce que je voulais dire, en fait. D'accord, ok, merci. On vous garde en ligne si vous voulez intervenir encore. Donc, voici, vous voyez, mes chers compatriotes, moi j'aime le débat parce que j'ai un cerveau intelligent. Il a été formé pour être intelligent. J'aime le débat. C'est dans le débat que jaillit la lumière. Mais souvent, les gens viennent sur le forum, ils sont belliqueux. C'est-à-dire, quand tu les vois écrire, ils écrivent au lieu de proposer. Moi, j'ai proposé. Le repas a proposé. Bon, il y a quelqu'un qui dit qu'il est impossible de ramener Géoriol et la dictée. Vous voyez, ça, c'est du fatalisme. Géoriol, ce n'est que le nom de l'écrivain du livre, ce fameux livre jaune orangé, hein, dont les termes dedans étaient, la monnaie dedans était la monnaie française. Naturellement, c'était un livre colonial. Est-ce qu'en lui-même, il est mauvais? Non. Est-ce que nous, on a eu des pédagogues capables d'adapter le contenu à nos réalités socio-culturelles? C'est là la question, Kekson Dion. Tu vois? La vraie question, ce n'est pas le livre. Parce que moi, j'enseigne à Korogo. Le petit Korogolais que je forme ne connaît pas le franc français. Lui connaît le franc CFA. Et dans le franc CFA, il n'y a pas un franc. Il connaît 5 francs, 10 francs, 15 francs, 20 francs, 25 francs. Tu me suis là, Kekson. De sorte que, quand je lui donne les exercices de Géoriol, qui sont basés sur le système monétaire français, quand il fait son calcul, il va trouver 33 francs, 4 cents. Donc, il trouve 33 francs, 4. Du coup, il pense qu'il s'est trompé. Parce que dans sa logique culturelle, il doit trouver 30 francs ou 35 francs. Comprends bien ce que je suis en train de dire là. Donc, le travail qui aurait pu être fait à nos pédagogues, s'ils en avaient la capacité et la compétence, c'était même de garder le livre Géoriol, mais remplacer la monnaie là par le CFA. Et l'enfant n'aurait pas été perturbé. C'est qu'ils n'ont pas su faire. Voilà le problème. Donc, quand on vous parle de système traditionnel, je ne sais pas comment t'expliquer ça. Non, c'est pas ça. Okay. L'Amazon, ce que tu dis là-bas apparaît. Ouais. Tu veux parler? Non, non, non. Okay. Si on peut enlever l'image déjà, comme ça, si après il y a possibilité d'enlever l'image. Ouais, merci. Il faut effacer. Ok, on lit le texte de Amon Darius et puis ensuite on va passer au deuxième thème pour ne pas discriminer les deux thèmes. Occasion pour mieux comprendre en posant les questions. J'ai dit que c'est tout simplement de la mauvaise foi, une telle attitude. Ok, voilà. Mais c'est bien dit, cher Amon. Ok, de toute façon, le plateau est là. Vous pouvez toujours poser vos questions. Cette émission peut être carrément reprise dimanche prochain si un grand intérêt y est accordé. Nous savons que nous y accordons un grand intérêt. Voilà.
c'est 1 heure d'émission que nous faisons. On va consacrer donc la dernière tranche à la nouvelle commission électorale indépendante. Il y a des esprits malins auxquels je ne voulais pas répondre, mais pour ne pas insulter l'intelligence de ceux qui nous écoutent, beaucoup sur ce forum viennent pour dire, depuis que Ouattara t'a libéré, je ne sais pas, c'est comme si j'ai fait la publicité de Ouattara. Vous voyez, moi, je voudrais que vous élevez le débat. Pour ceux qui me connaissent bien, je n'ai peur de personne, encore moins de la prison. Mais le REVAS est un parti politique qui a un contenu à présenter au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous sommes dans notre logique de présenter notre projet au peuple de Côte d'Ivoire. Si Ouattara est capable, il présente son projet, vous confrontez les deux. Si Bédi est capable, il présente son projet, vous confrontez les trois. Ce qui est meilleur, vous élisez ça. Arrêtez d'élire les hommes, il faut élire des projets. Mais maintenant, je vais te dire quelque chose de simple. Si tu estimes qu'il y a quelque chose que Ouattara a dit, que je n'ai pas dit, il faut dire. Facebook ne t'a pas interdit à faire un direct. Si tu estimes que le docteur Israël doit dire telle chose ou telle chose sur Ouattara, et puis il ne dit pas, mais viens t'asseoir, fais ton direct et dis ça à Ouattara. Pour moi, Ouattara n'est pas mon sujet principal. Je suis venu à un débat, ce n'est pas moi qui donne la parole. Tu demandes l'invitation, je valide. Je n'ai pas encore vu ton invitation, ami de Dieu. Quand je verrai ton invitation, je vais valider. Nous allons passer donc à notre deuxième thème. La nouvelle CEI. La nouvelle CEI. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient en colère et puis j'ai souri. Avant mon arrestation, parce que j'ai été arrêté le 1er août 2018. Pour ceux qui ont bonne mémoire et qui connaissent la valeur de notre politique de rupture, qu'ils aillent avant 1er octobre 2018 et qu'ils lisent nos vidéos. Nous avons parlé de la CEI. Je m'étais même opposé à ceux qui ont voulu boycotter le recensement. Vous voyez, j'ai dit aux gens de ne pas boycotter le recensement. C'est un acte différent du code électoral. Vous comprenez? C'est un acte. Le recensement. C'est comme quand tu mets un enfant au monde, tu aimes la tête du président ou non, il faut l'envoyer à la mairie ou à la sous-préfecture, faire son acte de naissance. Parce qu'il doit exister. Et son existence, c'est cet acte-là. Donc quand un enfant devient majeur, son existence en tant que majeur d'une république, c'est de se mettre sur la liste électorale. Donc ne boycottons pas. Donc ne boycottons pas. J'ai fait cette campagne. On a fait des affiches numériques, on a publié. J'ai même une de mes petites filles qui a fait une vidéo pour nous soutenir. Elle est au Luxembourg. Ça nous a fait plaisir. Ensuite, le code électoral, son affaire est arrivée. Les gens ont créé quoi? Le CNC ou ANC. Et lorsqu'ils ont créé l'ANC, leur combat, c'était de recomposer la CEI. Les intelligents qui ont de la mémoire comprendront que nous avons dit, ne nous battons pas. Ne nous battons pas sur la composition de la CEI. Battons-nous sur le code électoral. Ceux qui nous ont suivis le savent aujourd'hui. On dit, celui qui a la mémoire sait féliciter le prophète. Bossi Fassier, il y a eu combien? Celui qui a la mémoire, c'est lui qui sait féliciter le prophète. Parce que quand les temps sont devenus troubles, il va dire, à l'époque, le prophète a dit. Bravo le prophète. C'est lui qui a de la mémoire. C'est lui qui sait féliciter le prophète. Les intelligents qui viennent sur notre forum savent que le REVAS parle de rupture,
c'est-à-dire la génération Bédié, Babo, Ouattara, il faut les dégager les trois. C'est des belliqueux qui nous détruisent le pays. Il ne faut pas trier, il n'y a pas un qui est bon. Ça fait des lustres que nous disons ça. Et nous continuons de dire, pour revenir au cas du code électoral, j'ai dit, battons-nous pour le code électoral. C'est le code électoral qu'il faut changer. Parce que la vraie question qu'on doit se poser, est-ce qu'un candidat doit organiser les élections? Nous, au Revas, on dit non. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous avez lutté pour qu'on recompose la CEI. Il y a des gens en colère encore, il y a des gens en joie. En réalité, ce qui me déplaît en Côte d'Ivoire, c'est que la politique est une politique de quitte là, je vais m'asseoir. Mais pas une politique émulative de projet. On ne peut pas avancer comme ça. Les gens voulaient qu'on recompose la CEI parce qu'ils voulaient leur place à l'intérieur de la commission électorale indépendante. J'ai dit que ce n'est pas possible, puisqu'il y a une loi qui a déjà encadré la création et le fonctionnement de la commission électorale indépendante. Le parti qui est au pouvoir va avoir 90% des membres. Je l'ai déjà dit. J'ai lu le code électoral en son entier à une émission. Ils n'ont pas écouté. Ils sont allés pour se battre. On a mis d'autres dedans. Ils sont contents, ils applaudissent. Parce que ce qui les intéresse, c'est leur intérêt immédiat. Les gens font la politique pour leur ventre. Je vais vous dire une chose, chers compatriotes. Je sais pourquoi vous avez peur de moi. En réalité, vous avez peur de moi. Parce que moi, je veux vous emmener à la réflexion profonde qui nous donne d'avoir des institutions fortes qui vont mouler les hommes qui vont les gérer à l'obligation comment on appelle ça, de respect de la loi. Or, vous voulez être membre de ces institutions, peu importe, pourvu que vous soyez dedans. Regardez, revenons à un élément essentiel, la Constitution. La Constitution dit que le président et son vice-président doivent être élus sur la même liste. C'est écrit, hein? Bon, nous, on est dans quelle république? La deuxième ou la troisième? Kablan Denka n'a jamais été élu sur la liste avec Ouattara. Comment se fait-il que le peuple entier a accepté qu'il soit vice-président? Sur la base de quoi? Le même peuple va venir aujourd'hui pour dire qu'il ne faut pas modifier la Constitution. Mais la Constitution elle-même n'a jamais été respectée. Elle n'existe même pas. Vous voyez, vous n'êtes pas conséquent. Mais le problème, c'est que ce n'est même pas la faute à Ouattara. Parce que nous avons fait le choix d'un système politique qui est appuyé sur sa propre constitution, qui donne plein pouvoir au président de la République. Si on ne change pas ça, n'importe qui se met à la place de Ouattara agira comme lui. C'est clair. La preuve, Bédié était là, Bédié a agi comme lui. Babo était là, il a agi comme lui. Tu comprends? C'est ça. Le système dit que c'est le président qui nomme le Conseil supérieur de la magistrature. Si tu viens, tu vas faire comment? Tu vas nommer? Tu ne vas pas nommer les gens que tu ne connais pas. Tu vas nommer tes protégés. Et ils vont te devoir du respect et de la comment on peut appeler, de la reconnaissance. Ils vont faire ce que tu veux. On dit que c'est le président qui nomme le président du Conseil constitutionnel. Lui va venir dire que tu as perdu les élections. Comment fera-t-il? C'est le président qui tient la commission électorale indépendante. Comment voudrez-vous qu'on dise qu'il a échoué? Comment on peut dire qu'il a échoué? Il ne peut pas échouer. Donc c'est le système qui n'est pas bon. Donc nous tous allons à la construction d'un système qui libère la main de tout le monde. L'exécutif a sa part. Le constitutionnel a sa part. Le législatif a sa part. Normalement, il n'y a pas un qui est patron de l'autre. Eux tous, ils dépendent du peuple qui est souverain. Mais cet organigramme-là, nous ne l'avons pas.
Et c'est pour ça que le problème de la CEI se pose. Et donc le combat politique en Côte d'Ivoire, c'est celui d'enlever un et de le remplacer. Vous n'allez pas entendre quelqu'un venir vous dire, voici mon projet de société. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de se cacher. Quel est le discours de tous les Ivoiriens? Non, Bédi et Gbagbo n'ont qu'à se mettre ensemble. L'essentiel, ils n'ont qu'à chasser Ouattara. Ça, c'est un programme de société, ça. Mais je rappelle aux Ivoiriens que l'échec de notre combat là, de votre combat, de votre façon de faire, ce que vous ne voulez pas comprendre quand je parle, l'échec là est là. La commission électorale a été recomposée. Donc on a enlevé des noms, on a remis d'autres noms. Mais le président de la République aura au moins 15 membres à sa disposition là-dedans. Il est majoritaire. Vous comprenez? Voilà. Or, si on était allé en débat pour s'attaquer véritablement au code électoral, dites-moi quelle est la raison pour être candidat aux élections présidentielles, on doit payer 20 millions. Quelle est la raison? Donc, pour être candidat en Côte d'Ivoire, il faut faire partie des riches. On est 22 millions, je ne sais plus exactement quoi. Peut-être qu'on est 30 millions. Cette clé-là limite la main de combien de millions d'Ivoiriens qui quand même ont l'intelligence de penser que c'est ça qui est bon ou ça qui n'est pas bon pour notre pays. Ils sont éliminés parce qu'ils n'auront pas trouvé 20 millions. Est-ce que nous pensons que c'est normal? Est-ce que vous croyez que le président de la République gère le pays avec son propre argent? Si tel est le cas, on peut comprendre que celui qu'on doit prendre a de l'argent. Or, ça veut donc dire quoi? Qu'en réalité, il va gérer la Côte d'Ivoire avec l'argent de la Côte d'Ivoire qu'il va venir trouver. Même quand il va prendre un prêt, ça va rester là pour les générations futures. Donc, réfléchissons autrement. Le meilleur président ne sera pas forcément celui qui a l'argent, mais celui qui a des idées cohérentes, réalisables, accomplissables. Celui qui est capable de soutenir l'idée qu'il a proposée et d'expliquer afin que cela soit compréhensible. C'est lui-là qui est notre candidat. Mais combien ne pourront pas venir à cause de 20 millions? Voilà le problème. C'est notre pays à nous tous. Posons-nous la question. Donc attaquons au code électoral et disons que 20 millions, ce n'est pas juste. Vous comprenez? Et disons qu'un candidat ne peut pas être organisateur des élections. J'ai dit, je le dis toujours parce que c'est le meilleur exemple. Chacun de nous qui sommes ici présents, ceux qui vont l'écouter plus tard, dans nos villages, nous avons des associations de développement, ce que j'appelle les mutuelles de développement. Quand un mandat expire, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on a écrit ce qu'on appelle constitution. Chez nous là-bas, on appelle ça statut. Les lois qui encadrent les statuts, on appelle les règlements intérieurs. Ce qu'au niveau de la République, on appelle loi organique. Donc, c'est la même chose. Au niveau de nos associations, nous savons déjà faire ça. Quand le président et son bureau ont leur mandat qui est à la fin, on va à une assemblée élective. Quand on arrive, on met en place un bureau de séance. Ce bureau de séance va ordonner au président son bilan moral et financier, va ordonner au commissaire aux comptes de, comment on peut dire, de nous dire si les comptes sont exacts. Après quoi, l'Assemblée peut donner quitus au bureau. L'Assemblée peut donner quitus au bureau. Si le bureau obtient quitus, si le président veut se représenter parce que la Constitution, c'est-à-dire les statuts lui permettent, il se représente. Mais c'est organisé par qui? Par le bureau de séance. Le bureau de séance ne cédera la place que lorsque le nouveau président sera élu. On cède la place au nouveau président qui vient remercier et promet un bureau à une date ultérieure. Nous savons faire ça dans nos maisons. Nous savons faire ça dans nos villages. Pourquoi quand c'est au niveau national, où c'est l'intérêt de chaque Ivoirien qui est impliqué, on permet qu'un candidat organise les élections? Voici d'où viennent les querelles en Afrique. Donc, il faut revoir. Il y a un représentant
du ministère de l'Intérieur. Il y a un représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Il y a un représentant du Conseil constitutionnel. Bon, qui choisit tout ça? Même quand on dit à un représentant de la société civile, moi je n'ai pas vu qu'ils ont fait élection. J'aurais été peut-être candidat aussi. Est-ce que la société civile vous a contacté? Est-ce que la société civile vous a contacté pour dire on nous demande de trouver un représentant à la CEI, auquel cas on aurait fait une élection? Parce qu'il y aurait beaucoup qui allaient se proposer. Qui a choisi alors? Ça veut donc dire qu'eux-mêmes ils sont assis là-bas et ils ont choisi un membre de la société civile. C'est notre système. Si demain, vous prenez quelqu'un d'autre que vous le mettez président sur le même système, que voulez-vous qu'il fasse? Donc, j'avais déjà dit que cette bataille n'est pas juste. Cette bataille-là n'était pas juste. Allons à la modification du Conseil constitutionnel. Pardon, du code électoral. Et puis voyons comment créer une commission véritablement indépendante. Parce que, quels sont les potentiels candidats? Ce sont les partis politiques. Du coup, il faut créer une commission sans les partis politiques. Parce que potentiellement, ils auront un candidat. Donc, il ne peut pas être juge et parti. Donc, le président sortant ne peut pas avoir de représentants non plus. Il faut que la commission soit véritablement indépendante. Alors, réfléchissons. Tu vois? Réfléchissons. Quelle structure mettre en place? Nous proposons une autre forme de l'Assemblée nationale que je n'ai pas le temps d'expliquer tout de suite. Mais à cause de la qualité de cette nouvelle forme, nous disons de créer une commission électorale à l'Assemblée nationale. Ce qui nous demande de ne pas trouver d'autres budgets inutiles. Ils sont déjà payés, ils ont leurs commissions qui sont là-bas, qui sont réglées par le Parlement. C'est suffisant. Deuxièmement, la commission n'a pas besoin d'être éternelle. Nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. On sait que les élections vont avoir lieu en 2020. Mais au début 2019, on peut mettre en place la commission électorale. La commission électorale, ce n'est pas son rôle de faire recensement. C'est parce que, tu vois, on ne sait pas organiser la nation. Le recensement, là, c'est une affaire d'état civil. Pourquoi ne pas créer un fichier qui insère ou qui rejette? Chaque jour, des enfants sont nés. Ils sont inscrits dans les mairies et les sous-préfectures. Quand ils ont 18 ans, on ne sait pas. On sait? Quand ils ont 18 ans, on sait. Pourquoi on va aller se promener dans la rue pour recenser des gens? Moi, j'ai lu sur des actes de naissance, déjà quand il naît, il a écrit dessus que tu es ivoirien ou bien tu n'es pas ivoirien. Il y a des querelles inutiles. Le recensement, c'est un travail d'état civil. On n'a pas besoin d'incomber ça à la CEI. Donc, la commission électorale ne doit pas être éternelle. Elle doit apparaître sur un temps bien précis. Mais c'est nous, en tant que peuple de Côte d'Ivoire, qui décidons du temps à lui donner. Nous, au Revas, nous proposons 1 an avant, 1 an après. C'est-à-dire que quand le Conseil constitutionnel a fini de vider tous les contentieux et que le dernier représentant du pays a été élu, c'est-à-dire conseil régional et autres, appelez-les comme vous voulez, on met les documents sous scellés, on met au Parlement, parce que c'est là-bas la représentativité du peuple. C'est fini. Plus de commission électorale, on pense à travailler pour le pays. 1 an avant les prochaines joutes électorales, on réveille la commission avec certainement d'autres personnes. On n'a pas d'argent, il faut savoir les dépenser. À quoi ça sert de créer une commission? Les gens sont là. 10 ans, ils sont là. Ils ont voiture, ils ont carburant, on paye leur maison, on paye leurs femmes, on les paye. On va où avec ça? Il faut savoir gérer l'argent du pays. Mais tout ça doit être conforme à nos nouveaux tests que nous voudrons bien accepter de faire. Voici ce que nous disons. C'est pourquoi ils n'ont fait que changer les hommes. Et on va vivre la même situation. Et le drame, c'est qu'en Afrique, moi je n'aime pas le mot opposition. Il y a des frères que je vois qui réagissent parce qu'ils n'ont pas suivi notre discours depuis le début. Ils arrivent en classe,
comme en janvier, alors qu'on a commencé l'école depuis octobre. Donc, ils sont un peu perdus. Alors, ils pensent que nous, on est ici pour quelqu'un, ou bien on est ici contre quelqu'un. Non, moi, je suis ici pour la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Nous sommes des intelligents. En bon français, on dit des intelligibles. Nous sommes des universitaires. Soulevons les débats de notre pays. Discutons. Analysons. Critiquons. Débattons. Laissons la lumière jaillir. Et humblement, alignons-nous sur la lumière. Ça coûte quoi? On est tous mortels sur cette terre. Qu'on meurt en prison, ou qu'on meurt dans un palais présidentiel, ou qu'on meurt président de l'Assemblée nationale. On est tous pareils, on va mourir. Ce qu'il faut permettre, c'est de permettre à tout citoyen de dire ce qu'il a dans son ventre. On ne fait pas parce qu'on fait dans tel pays ou dans tel autre pays. Posons-nous les vraies questions nous-mêmes. On est des gens intelligibles. Que devons-nous faire pour sauver notre patrie? D'ailleurs, notre livre s'appelle « Comment sauver la Côte d'Ivoire ». On est embourbé dans des situations. Le tissu social est divisé. Il n'y a pas d'emploi. On est... Attendez. Franco-Serge, voici ça dans ma main. Le REVAS, le mouvement politique du retour aux valeurs sources. Les gens aiment lutter pour leur poche, pour leur intérêt immédiat. Tu peux être un acteur politique sans jamais devenir président. Sans jamais devenir président. Parce que c'est le peuple qui décide. Je présente mon projet au peuple. Si le peuple ne veut pas de moi, il ne veut pas de moi. Pourquoi vous voulez qu'il soit opposant? Opposant à qui? Je crois que beaucoup font une mauvaise lecture. J'attire votre attention et je vous demande de regarder en Europe, surtout aux États-Unis. Là-bas, vous allez les entendre parler de républicains, de démocrates. Le mot opposant, vous n'allez jamais l'entendre. Mais vous allez l'entendre de façon conjoncturelle. Si vous voulez, je vais dire de façon circonstancielle. Et regardez, si on est en démocratie, c'est le peuple qui décide de qui sera président. Quand moi je suis opposant là, je suis opposant à qui? Quand je suis opposant, bon, ceux qui demandent comment avoir le livre, précisez le pays dans lequel vous habitez. Je vous réponds à la fin. Parce qu'il y en a en France, il y en a même aux États-Unis, il y en a en Côte d'Ivoire ici. Donc si vous précisez votre pays, on va vous dire qui peut vous fournir. Pour ceux qui veulent adhérer au parti, dites-nous dans quel pays vous êtes. On va vous donner des contacts et puis vous allez vous adhérer. Voilà. Vous êtes aux US là. Ok. À la fin, je vais t'envoyer le nom du représentant. Lui, il est à Boston. Mais plus vous serez nombreux, plus vous allez éclater les représentations sur tous les 51 ou 52 États. En tout cas, merci, chers frères. Nous allons allègrement vers la fin de notre émission. J'étais en train de dire, ok, merci. À la fin, on va communiquer. Vous voyez, la politique de quitte là, je vais m'asseoir sans projet de société, moi, ça me gêne. Parce qu'on l'a toujours pratiqué, ça ne nous a rien donné. Alors, j'ai dit, respectons pour une fois le peuple. Ouattara a 2 mandats. Il a fait. Il a fait ces 2 mandats. C'est vrai que lui, il est venu sur une situation charnière que tout le monde veut exploiter. Ses partisans et lui. 2e République, 3e République. J'ai un mandat dans la 1re République. J'ai fait un mandat dans l'ancienne République. Donc j'ai le droit à un autre mandat. Ok. C'est son choix. Je ne vais pas réfléchir à sa place. Mais moi, je veux le battre aux élections. Et vous pensez que c'est impossible. Parce que vous-même, vous n'avez pas été éduqué au combat politique. Vous n'avez pas été, votre cerveau n'a pas été éduqué au combat politique. Donc vous êtes dans la guéguerre. Moi, je n'ai jamais été dans la guéguerre. Peut-être que c'est ça que vous ne comprenez pas. Moi, j'ai soutenu une thèse contre les étrangers. Je n'ai pas vomi ma thèse. Elle est là. Ce que les gens doivent savoir, ils l'ont su jusqu'au tribunal.
On fait un autre pas en avant. Aujourd'hui, on parle de l'éducation. On ne reste pas sur un sujet parce que peut-être... Attends, on est contre personne. Je suis désolé. Ceux qui n'ont pas compris ma thèse estiment que j'ai fait une faute. Ils m'ont condamné. Est-ce que vous m'avez vu pleurer? J'ai payé, je suis sorti. On avance. Hey, en marchant, on tombe. On se relève. On avance. On a un pays à sauver. Vous comprenez? La politique de qui? Regardez, finalement, les gens étaient contre qui? Peut-être que vous étiez contre, comment il s'appelle, Bakayoko, au niveau de la CEI. Mais on a enlevé Bakayoko. Dans tous les cas, ce n'est pas vous qui serez président. Parce que tel que le système est fait, le président sortira des rangs de Ouattara. Donc, ce n'est pas un combat que vous avez mené. Vous étiez des mendiants de poste. Vous les avez obtenus, vous êtes assis, le peuple continue de vous observer, vous n'avez rien fait. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, je vais vous dire la vérité. Si quelqu'un croit que c'est me tuer qui sauvera la Côte d'Ivoire, j'ai dit qu'il fasse vite. Comme ça, le pays sera sauvé. Mais si vous croyez que le débat que je suscite doit aider à développer la Côte d'Ivoire, donnez-nous de meilleures plateformes pour que nous échangeons. Ça, il faut que ce soit clair dans votre esprit. Parce que c'est clair dans le mien. C'est tout. Vous avez voulu qu'on enlève Bakayoko. On a enlevé Bakayoko. Mais la CEI, à cause de notre système, est dans la main du président. Ça a été dans la main de Gbagbo. Ça a été dans la main de Bédié. Faut pas, on va faire fine bouche aujourd'hui. C'était dans la main de Oufoué. Encore que lui, le vieux, lui, nommait les députés en son temps. Bon, allons-y voir quelque chose. Mais c'est passé. Avançons. On est allé à l'école. Nos cerveaux ont été éduqués. Nous avons acquis l'intelligence. Mettons cette intelligence au service de notre société, de notre nation. On ne peut pas créer des universités, avoir des universitaires et faire taire les gens. Le cerveau développé doit produire, doit critiquer, doit analyser. Je suis un universitaire, je ne vais pas me taire. Mon ambition ultime, c'est de gouverner la Côte d'Ivoire. Ça aussi, je ne vais pas abandonner mon projet. Je continue de vous le présenter et je vais le présenter jusqu'à ce que nous arrivons en octobre 2020. Je serai candidat. Parce que des bonnes volontés, nous trouverons les 20 millions parce qu'ils croient dans ce projet. La Côte d'Ivoire n'est pas une aristocratie appartenant à des gens. Moi, je vais vous dire une chose. Dans ce pays, tant que vous voulez détruire les valeurs morales, je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, venir acclamer Soro Guillaume et nous faire croire qu'il est un leader politique du siècle. Moi, j'ai honte de vous. Donc demain, ce n'est pas Soro Guillaume, mais il y aura un autre. Ne cherchez pas à lui en vouloir. Hein. Puisque vous êtes en train d'acclamer aujourd'hui Soro, si demain d'autres naissent, ne vous énervez pas. Vous comprenez? Les gens sont dans des petites alliances de complicité et vous voulez les blanchir. Vous croyez que si Ouattara avait donné la place à Bédié, Bédié allait faire le discours qu'il fait aujourd'hui? Maintenant qu'il n'a pas obtenu la récompense de, comment on peut appeler ça, de son appel de Daoukro, il veut venir prendre le peuple à témoin pour l'aider dans quel combat? Ça, c'est de l'hypocrisie. Il n'a qu'à se mettre de côté de nouvelles intelligences comme les nôtres là. On va faire notre combat pour sauver le pays. Ça ne vous plaît pas, vous les gens du PDCI, allez vous faire foutre. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens n'aiment pas la vérité. Bédié est le seul dans ce pays. Il en est de même pour Gbagbo. Le problème, c'est que cette génération qui nous gêne là, ils ont tous gouverné. Peuple de Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que Gbagbo va venir faire qu'il n'a pas fait? Vous allez me dire, on ne l'a pas laissé gouverner. Est-ce qu'il a laissé Oufoué gouverner? Lui-même. Ou bien? Est-ce qu'il a laissé Bédié gouverner? Et puis lui, on l'a laissé gouverner. Chacun a le salaire de ce qu'il a semé. Bédié, depuis qu'il a 23 ans,
est dans le système. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait qu'il va faire maintenant? Pourquoi vous ne voulez pas grandir? Ouattara s'est battu. En fin de compte, il a fait quoi? Il a gouverné. Ok, il a fait ses 2 mandats. Il veut être candidat, c'est son choix. C'est pas à moi de dire à quelqu'un tu vas être mandat président, tu ne peux pas. C'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Et puis nous tous ensemble aux élections. Mais vous, le peuple, le bulletin de vote là, ça est dans votre main. Le bulletin de vote là, il est dans votre main. C'est vous qui faites le choix. Nous vous enseignons désormais qu'il ne faut pas faire le choix en regardant la tête des gens qui vous mentent pour dire je suis venu de la part de Babo, moi je suis venu de la part de Oufoué. C'est parce qu'ils n'ont rien dans leur ventre. Donc ils vivent sur les gens qui sont hors circuit. Je m'appelle Oufouétiste. Ça veut dire quoi Oufouétiste? Ça veut dire quoi? C'est quel programme de société être Oufouétiste? Voilà, c'est vous qui leur permettez ça. J'ai dit, c'est pas eux-mêmes qui mettent les fonctionnaires à la retraite là. Ils sont arrivés à la retraite, mettons-les à la retraite. Et qu'une nouvelle génération vienne porter la Côte d'Ivoire. S'ils échouent, une autre nouvelle génération viendra. Mais on finira par trouver le bon cadrage. On finira par trouver... Arrêtons les querelles inutiles. Vous voulez être candidat, venez être candidat, le peuple va juger. Parce que souvent, nous ne faisons pas le vrai combat. Quand Bédi était au pouvoir, les autres qui étaient, eux-mêmes ils disent opposants, étaient convaincus que si on enlève Bédi, le pays va bien aller. Certains ont cru. On enlève Bédi, le pays allait bien. Non. Après, Babo est venu. Bédi même était convaincu que si on enlève Babo, le pays ira bien. On enlève Babo, le pays va bien. Et puis, comme il s'agit de Ouattara, vous ne voulez pas qu'on vous dise que ces 2 erreurs-là suffisent pour ne pas aller dans le même sens. Dans tous les cas, il est le président sortant, non? Notre désir à nous tous, c'est de l'enlever. Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas un programme, ça. Enlever Ouattara n'est pas un programme. Parce qu'il a déjà fait 2 mandats. Peu importe. Il est le président sortant. Ça veut dire que dans un championnat de football, quand on commence le championnat, c'est le champion Patsera qu'il faut battre. Celui qu'on doit battre là, c'est Ouattara. Donc le fait de le crier partout n'est pas un programme. Il est le président sortant. C'est lui qu'on veut battre. Il est bon ou il est mauvais ou on veut le battre. C'est pour ça qu'on écrit des projets. C'est pour ça qu'on suscite le suffrage du peuple. Donc le fait de raconter partout qu'il faut qu'il dégage là n'est pas un projet. C'est de la stupidité. C'est une façon d'escroquer moralement un peuple analphabète. C'est une façon de distraire un peuple inculte. Ne tombez pas dans ce jeu. Maintenant, le moment venu, on va se tourner vers le président du Conseil constitutionnel. Si Ouattara pose sa candidature, c'est vous les Ivoiriens qui devez vous tourner vers lui. Pour dire, mais attendez, est-ce qu'il a droit? C'est vous le peuple. Je veux dire que pour ça, on n'a même pas besoin de brûler un bus. Vous ne voyez pas qu'on est en retard à cause de tout ça? Sur ce, je voudrais m'arrêter là et vous remercier. Je voulais vous remercier. Le premier sujet que nous avons traité, c'était l'éducation. Le second que nous avons traité, c'était la nouvelle série qui est une question d'actualité brûlante. Là, nous devons comprendre que arrêtons de faire la politique de quitte là, je vais m'asseoir. Allons projet contre projet. Et pardonnez, respecter la vie humaine en permettant aux autres aussi de parler. C'est dans les débats que jaillisse la lumière qui sauve un peuple. On est tous des universitaires. D'autres ont des PhD. Allons au débat. Écrivons des thèses. Défendons-les. Laissons le peuple en juger. Laissez la prison aux criminels, pas aux intelligents. C'est une histoire simple. Voilà ce à quoi nous appelons le peuple de Côte d'Ivoire. Alors, pendant que nous allons nous arrêter, je vous présente le projet de société du REVAS.
Pour ceux qui veulent la voir, nous l'avons dit, précisez où vous êtes. Ok, M. Keke dit qu'il est en Allemagne. Je ne sais pas, du Luxembourg en Allemagne, ça doit être facile. Ok, on va voir comment tu vas payer ton argent à partir du Luxembourg et puis tu auras le livre. Voilà, laisse-moi la soirée pour réfléchir à ça. Voilà. On doit éditer de nouveaux livres pour envoyer encore vers l'Europe. Voici ça. Donc, nous, on ne parle pas pour parler. Et regardez, j'ai failli même oublier. Regardez par exemple, si, quand vous aurez les moyens de vous acheter notre projet de société, allez-y à la page 122. Vous allez comprendre quelque chose qui s'y passe. Oui, celui du Texas, tu auras ton livre, ça va venir de Boston. On va gérer ça. Parce qu'il y a des livres à Boston. Et regardez, quand vous regardez la fameuse démocratie, est-ce que vous savez que 1 million de personnes décident pour 30 millions? C'est écrit ici. On ne parle pas pour parler. Je déteste cette façon de faire. Et nous disons, corrigeons. Je vous donne l'exemple. La dernière élection qui a eu lieu, moi-même j'étais candidat, mais je n'ai pas pu payer 20 millions. Donc mon dossier a été éjecté, c'est logique. Il y avait 5,7 millions d'électeurs. À peu près 2 millions ont voté. Celui qui a été proclamé vainqueur a eu, je crois, 1 200 000. C'est-à-dire sur une population d'environ 30 millions, 1 million de personnes décident qui sera président. Vous voyez, c'est déjà grave. Donc, celui qui est élu à 1 million de voix, sur une population déjà élective de 5 millions, il y a un problème. Sur une grande population d'à peu près 30 millions, quel est ton poids, en fait? Tu n'en as pas. Mais c'est notre système. Nous disons, si c'est comme ça, il faut mettre une clé sur le taux de participation. C'est-à-dire aux élections présidentielles, si le taux de participation n'atteint pas 80 ou bien 90%, on annule l'élection. Il faut mettre des clés. Et puis les bulletins nuls, c'est une expression de vote. Le bulletin blanc, c'est une expression de vote. Nous disons qu'il faut mettre des clés là-dessus. Si vous avez à peu près 30% de bulletins blancs, il faut invalider l'élection. Mettons-nous des garanties. Et puis, quand il s'agit, aujourd'hui il y a ordinateur, il y a Internet, est-ce qu'on ne peut pas améliorer notre choix du président de la République pour qu'au moins 10 millions puissent participer? Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche à un élève de voter? Il sait ce que veut dire président? Ou bien on a peur de quoi? Améliorons ça. Ce que nous disons, ce n'est pas pour nous aujourd'hui. C'est pour des siècles et des siècles. Alors comme pour les chrétiens, je dis Amen. Et à mercredi. Vive le Revas, afin que vive une Côte d'Ivoire prospère. Une Côte d'Ivoire libre, souveraine et indépendante. Je vous salue.